Bonjour à tous. Des milliers de personnes ont assisté à l'enterrement de Alexei Navalny, enterrement qui a eu lieu le 1er mars 2024. Il faut également rappeler que durant la journée du 1er mars 2024, environ 125 personnes ont été interpellées sur tous les territoires de la Fédération de Russie, donc dans 19 villes. Des personnes ont été arrêtées bien avant d'arriver à l'enterrement puisque la police russe ainsi que le FSB ont fait en sorte qu'un certain nombre de personnes n'arrivent pas à la cérémonie. On n'a pas non plus laissé entrer donc à cette cérémonie les ambassadeurs donc des pays étrangers. Donc, les services de sécurité ont fait tout ce qui était possible pour que cette cérémonie reste un petit événement qui ne soit pas remarqué de la population russe. Donc un événement qui a quand même été remarqué puisque des milliers de personnes ont assisté à cet événement. Et les médias donc des pays occidentaux y ont vu un mouvement massif donc de contestation anti-Poutine. Alors, il faut garder à l'esprit que donc la Russie, c'est un pays qui compte environ 140 millions d'habitants. Donc, c'est quelques milliers de personnes qui ont assisté à Moscou à l'enterrement de Alexei Navalny et représentent une toute petite minorité de Russes. Aujourd'hui, en Russie, il n'y a absolument aucun potentiel pour changer de régime vers un régime démocratique, un régime libéral. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Donc aujourd'hui, la Russie est plutôt pro-poutinienne. Si l'on devait se référer à un soutien réel pour Poutine, il serait de l'ordre de 60% environ de la population russe. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument aucun potentiel pour créer un régime démocratique dans ce pays. Donc malgré ce qu'on peut raconter, il n'y a pas ce genre de potentiel. Il faut également garder à l'esprit qu'en Russie, il y a eu deux tentatives de créer un système démocratique. Donc la première tentative a eu lieu en 1917, en février 1917, donc après la révolution russe, à ne pas confondre avec le coup d'État bolchevique. Donc le gouvernement Kerensky donc a essayé de créer un régime parlementaire un peu basé sur le système britannique. Donc ça n'a pas marché pour diverses raisons. Donc la Russie était en pleine Première Guerre mondiale. Ensuite, donc c'était une époque de famine et Kerensky, qui avait quand même décidé de continuer la guerre, a donc eu pour opposants donc les bolcheviks soutenus à l'époque par les Allemands. Donc bolcheviks qui ont fait un coup d'État en octobre 1917. Donc finalement, le régime démocratique a tenu en Russie quelques mois seulement. La deuxième tentative a eu lieu après la chute de l'URSS et on peut critiquer Boris Yeltsin pour beaucoup de choses, mais le fait est qu'il a vraiment essayé de créer un régime démocratique en Russie. Alors ça n'a pas marché, donc le système yeltsinien est devenu très vite un système très corrompu, très chaotique, donc un système qui aujourd'hui en Russie est considéré comme un système de décadence. Donc aujourd'hui, un certain nombre de Russes se rappelant du système yeltsinien, ne veulent pas revenir à cette époque de chaos, de crimes organisés, de violences extrêmes, donc une Russie qui ne payait même pas ses retraites, donc à ses habitants retraités. Donc et Poutine, lui, qui est arrivé au pouvoir, rappelons-le quand même, arrivé au pouvoir par la volonté de Yeltsin, a changé de régime et est revenu à un régime plus traditionnel que les Russes connaissent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de potentiel en Russie pour créer un régime démocratique, un régime libéral. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a une opposition en Russie qui est claire, qui existe, qui œuvre dans l'ombre. D'ailleurs, le pouvoir de Poutine est menacé. Ça, c'est un fait. Et si Poutine reconfirme son pouvoir dans cette simulacre d'élection présidentielle, il ne restera plus au pouvoir très longtemps, ça c'est sûr. Donc le régime poutinien arrive à son terme, ça c'est une certitude. Il est sûr que ce régime ne tiendra plus très longtemps. Moi je lui donne pas plus de 2 à 3 ans. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine apparaît aux yeux de beaucoup de monde, beaucoup d'élites en fait, personnes constituant les élites en Russie, comme une personne qui a vieilli, donc un papy qui ne comprend plus vraiment la réalité du monde d'aujourd'hui, donc un papy qui dirige le pays comme on le faisait dans une période révolue, donc à l'époque de la guerre froide.
Et cela étant, donc Poutine a une opposition qui grandit, que ce soit au sein du Kremlin ou que ce soit au sein des élites russes, dans les services secrets, au sein de l'armée, bon, sachant que l'armée n'est pas décisionnaire dans le système russe, mais quand même, il a une forte opposition dans l'armée. Donc aujourd'hui, le système Poutine vacille, ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Poutine a exclu tous les candidats potentiels de l'élection présidentielle, parce qu'il avait peur de la concurrence, il avait peur de créer de l'agitation. Il se rend très bien compte qu'aujourd'hui il est contesté et que l'opposition qui n'est pas forcément visible, mais qui œuvre dans l'ombre, pourrait profiter d'un candidat ou d'un autre pour éliminer donc Poutine et son régime. D'ailleurs, c'est ce que craignait Poutine de la part de Navalny. Poutine était inquiet du fait que Navalny pourrait être soutenu par une partie des élites russes qui auraient peut-être voulu remplacer Poutine par Navalny dans un avenir proche ou à moyen terme. Et c'est sûrement ce qui explique que Navalny a été assassiné. Alors revenons un peu sur le personnage de Alexei Navalny ainsi que sa disparition. Donc le 16 février de cette année, donc 16 février 2024, on apprend qu'il est mort dans une colonie pénitentiaire. Alors, on n'est pas sûr qu'il soit mort le 16 février, puisque les informations diffèrent. Et cela étant dit, on n'est pas sûr non plus donc des raisons de sa mort. Alors, les services secrets ukrainiens prétendent que c'était une mort due à ses soucis de santé, donc une embolie pulmonaire. Maintenant, beaucoup d'éléments tendent à croire qu'il a été assassiné. Pourquoi? Puisque son entourage nous révèle que Navalny devait être échangé dans un avenir proche, donc dans un échange organisé. Donc les Russes devaient récupérer 3 hommes à eux, donc contre Navalny. Donc, si l'on considère qu'effectivement Navalny devait être échangé, il paraît peu probable que les Russes n'aient pas pris soin de lui, puisque il est devenu une marchandise finalement. Donc, on prend soin d'une marchandise, on prend soin de quelqu'un ou de quelque chose qui a de la valeur. Alors, on peut voir 2 scénarios. Soit c'est Poutine qui a estimé que cet échange était dangereux pour lui, et qu'il a décidé quand même d'assassiner Navalny en se disant qu'il représenterait quand même un danger. Soit quelqu'un s'est dit qu'à l'étranger, après cet échange, il sera encore plus dangereux qu'en étant en prison ou même en Russie. Donc, on a préféré l'assassiner. Donc, tout porte quand même à croire qu'il a été assassiné puisqu'il représentait une menace pour le pouvoir de Poutine. Mais tout porte à croire également qu'il avait été soutenu par un certain nombre de personnes des services secrets ou des élites russes. Pourquoi? Puisque lors de son incarcération, Navalny communiquait. Donc, il envoyait des messages, donc il communiquait avec le monde extérieur. Ça ne pourrait pas être possible sans complicité. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il était soutenu par quelqu'un qui avait le pouvoir de lui permettre de communiquer et de le faire sans risque pour lui. Donc, quelqu'un d'important. Donc, qui pouvait se permettre de laisser Navalny communiquer? Quelqu'un qui était sûr que ça ne portait pas préjudice à sa propre sécurité. Maintenant, la question se pose du pourquoi Navalny est revenu en Russie en janvier 2021, sachant qu'on avait essayé de le tuer. Donc, on suppose que c'était pas un kamikaze. Donc, s'il est revenu en Russie, c'est qu'il comptait sur le soutien de quelqu'un. Quelque part, Poutine avait raison de s'inquiéter au sens où effectivement Navalny était soutenu. Donc, puisque il savait que Navalny était soutenu, il a préféré le faire disparaître en suivant la maxime de Staline, la mort résout tout, la mort résout tous les problèmes, pas d'homme, pas de femme, pas de problème. Donc, tout porte à croire quand même que Navalny a été assassiné. Mais on a tort de penser que l'hypothèse d'un remplacement de Poutine par Navalny aurait été profitable pour nous, au monde occidental, ou alors même à la Russie. Puisque Navalny était un nationaliste, ça il faut le dire clairement. Donc c'était quelqu'un qui voyait plutôt la frontière de la Russie au niveau de la Oder, donc il aurait voulu un retour des frontières russes d'avant 1914. Donc c'est quelqu'un qui avait soutenu l'agression russe contre la Géorgie. Il avait également soutenu l'annexion de la Crimée. Donc il était assez farouchement opposé aux populations du Caucase. Il voulait même en déporter une certaine partie, voire les empêcher d'arriver en Russie. Donc c'était quelqu'un qui avait un discours très nationaliste. Alors ensuite, il a effectivement quelque peu modifié son discours, modéré son discours.
mais on peut supposer que ça vient simplement du fait qu'il avait été soutenu par l'Occident, et donc pour des raisons politiques, donc pour les raisons du fait qu'il était soutenu par l'Occident, il a dû modifier son discours. Donc ça vient sûrement de là, mais le fait est que Navalny, c'était une personnalité politique qui était liée aux nationalistes. Donc penser que Navalny aurait créé une Russie à visage moins agressif est une erreur de pensée. Ça n'aurait pas eu lieu. Je me permets de rappeler qu'à l'époque où Poutine a pris le pouvoir en Russie, l'Occident en était très content, on avait peur de Yeltsin, mais surtout de cette Russie chaotique qui était dirigée par quasiment personne. On avait peur que quelqu'un en profite pour, par exemple, s'approprier les armes nucléaires, ou que Yeltsin lui-même fasse des bêtises en état d'ébriété. Et donc Poutine était largement soutenu dans le monde occidental, on peut même dire jusqu'à l'agression contre la Géorgie. Donc ensuite, effectivement, donc les relations se sont quelque peu détériorées. Elles se sont surtout détériorées après donc l'intervention des Russes en Syrie. Mais le fait est que Poutine avait été largement soutenu par l'Occident pendant au moins 8 à 10 ans. Mais il faut bien voir que Navalny n'aurait pas été un partenaire plus simple à manier pour l'Occident. Ça paraît certain. Mais il faut également voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit en Poutine un monstre sanguinaire, quelqu'un de terrible, et on se dit que rien de pire ne peut nous arriver que Poutine. Alors qu'en fin de compte, on n'arrive pas à voir qu'aujourd'hui, Poutine, c'est ce que la Russie a de plus modéré à nous offrir. Puisque Poutine est quelqu'un qui pense en termes de guerre froide. Et c'est un dirigeant qui pense et agit en termes de guerre froide. Quelle est cette méthode adoptée pendant la guerre froide? Eh bien, on fait en sorte que les guerres restent des petites guerres et qu'elles ne mènent pas à donc un conflit de haute intensité entre les grandes puissances. Donc on s'affronte par conflits interposés, mais ce sont des conflits où il y a des règles. Donc ces règles, les deux camps les respectent justement pour éviter l'escalade qui mènerait à l'apocalypse nucléaire, en tout cas un affrontement de haute intensité entre grandes puissances. Donc ça a été la logique de la guerre froide, et cette logique, Poutine l'applique toujours, l'applique toujours. Donc de son point de vue, donc agresser, attaquer l'Ukraine, c'était un conflit régional. Donc il ne pensait pas que ça pourrait devenir donc un conflit de haute intensité entre grandes puissances. Donc ce conflit se déroule selon certaines règles. L'une de ces règles étant qu'on ne se sert pas des armes occidentales pour attaquer le territoire de la Russie en profondeur. Mais dans la mesure où Poutine donc respecte ces règles, il est peu probable que de son vivant, autant qu'il est au pouvoir, il agresse de par une action d'autre intensité l'OTAN. Donc il peut se livrer à de la guerre hybride, ça c'est sûr, que ce soit donc dans les républiques baltes, que ce soit en Pologne, mais il est très peu probable que Poutine décide d'agresser le flanc est de l'OTAN, parce que c'est contraire aux logiques appliquées pendant la guerre froide, et lui, c'est selon ces logiques qu'il fonctionne, c'est selon ces logiques qu'il agit. Mais le problème, en fait, de Poutine, c'est que, ce faisant, donc appliquant une méthode de la guerre froide, donc faire que les guerres restent des petites guerres et ne deviennent pas une guerre mondiale entre grandes puissances, il se met lui-même dans l'impasse, puisque il se met dans l'incapacité de réaliser son projet. Et quel est son projet? Son projet, ça a toujours été d'effacer ce qu'il appelle la plus grande tragédie géopolitique du XXe siècle, à savoir la chute du pacte de Varsovie et de l'URSS. Et en cela, l'Ukraine n'était qu'une étape. C'était qu'une étape pour arriver à renégocier donc le partage de l'Europe. Mais dans la mesure où Poutine n'est pas prêt à agresser le flanc est de l'OTAN, en tout cas dans un conflit de haute intensité, ça fait qu'il s'empêche lui-même de réaliser cet objectif, mais ça fait également qu'il est de moins en moins crédible pour les autres acteurs politiques et autres acteurs du pouvoir du Kremlin, puisqu'eux ne pensent plus en termes de guerre froide, eux pensent plutôt en termes traditionnels d'une Russie tsariste, donc selon une doctrine datant encore du 19e siècle, à savoir la Russie n'a pas de frontières, j'y reviendrai. Donc aujourd'hui, si l'on observe Poutine, il faut se dire clairement que c'est quelqu'un qui respecte des règles quand même. Donc ça semble pas être le cas, mais ça l'est quand même. C'est-à-dire que Poutine joue sur les règles de la guerre froide et il s'y tient très clairement.
Et c'est pour ça que tant que Poutine est au pouvoir, il est improbable qu'on assiste à une apocalypse nucléaire. Donc ça fait partie du discours de la guerre froide. Donc revenons un peu quelques jours en arrière. Nous avons donc le président français Emmanuel Macron qui annonce que rien n'est exclu dans le cadre du soutien à l'Ukraine, même l'envoi de troupes de l'OTAN, que c'est potentiellement possible, en tout cas il le laisse entendre. On laisse également entendre, donc, que ce soit Emmanuel Macron ou d'autres dirigeants occidentaux, que les armes qu'on livrerait à l'Ukraine dorénavant pourraient être utilisées pour frapper en amont, donc pour frapper en profondeur la Russie. À cela, Vladimir Poutine répond la Russie a également des armes capables d'atteindre le territoire des pays de l'OTAN. Nous sommes une puissance nucléaire, attention, si vous intervenez dans le conflit directement, donc si vous envoyez vos troupes, ça pourrait nous mener à une guerre nucléaire à l'échelle mondiale, donc une apocalypse nucléaire. Donc, c'est une façon de répondre simplement à ce qui a été dit. Donc, c'est un discours à l'image de la guerre froide, donc très imagé, donc un discours qui fait partie donc de la guerre psychologique. Poutine se rend parfaitement compte qu'il est craint et qu'on considère qu'il est capable de déclencher l'apocalypse nucléaire, donc ce faisant, donc se servant de ce genre de discours, ça lui permet de terroriser donc la population occidentale. Donc il ne faut voir que ça dans ce discours. Mais il est absolument improbable que la Russie se serve de l'arme nucléaire tant que Poutine est au pouvoir, puisque d'une part ça déclencherait une apocalypse mondiale, donc personne ne serait gagnant. D'autre part, se servir d'armes nucléaires tactiques sur un champ de bataille est contre-productif. Pourquoi? Puisque donc, sur un champ de bataille, donc les armées sont enterrées dans les tranchées. Donc finalement, le souffle passerait au-dessus d'une explosion nucléaire. Ensuite, donc un terrain donc qui a été irradié est imprenable. Donc d'un point de vue stratégique, d'un point de vue militaire, ça paraît dénué de sens de se servir d'armes nucléaires tactiques. Donc le nucléaire, dans le genre de guerre conventionnelle auquel on assiste en Ukraine, est absolument est exclu parce qu'il est contre-productif. Donc il faut exclure cette possibilité d'utiliser l'arme nucléaire par la Russie de Poutine. Ça n'arrivera pas. Donc ça fait partie d'un discours, ça fait partie de la guerre psychologique, ça fait partie donc d'une façon de faire dans le cadre de la guerre froide, donc qui est reproduit exactement, donc à l'identique aujourd'hui. Mais il faut pas s'y tromper, ça fait juste partie du discours. Il n'y aura pas d'apocalypse nucléaire, ça c'est complètement exclu. Mais le fait est que Poutine aujourd'hui n'arrive pas à atteindre ses objectifs et n'arrivera pas à les atteindre, puisque s'il exclut une guerre de haute intensité avec l'OTAN, même si l'Ukraine venait à tomber, ça ne permettrait pas à Poutine de réaliser ses objectifs. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il est plus crédible. Et il est en échec. Et en Russie, quand on est en échec, quand on est tsar, eh bien, un tsar qui est en échec, c'est un tsar mort. Et ça, il faut le dire clairement. Donc aujourd'hui, Poutine, dans tous les cas, c'est un tsar mort, puisque il n'arrivera pas à atteindre ses objectifs. Et il voit parfaitement que lui-même se met dans la passe, puisque les objectifs qu'il avait annoncés en 2000, l'objectif donc principal, effacer donc la chute du bloc soviétique, ça ne se fera pas, en tout cas pas selon cette méthodologie guerre froidienne, dirais-je, qu'utilise Poutine. Donc, puisqu'il n'arrivera pas à réaliser cet objectif, c'est tout simplement un homme mort. Donc, son régime, de toute façon, est voué à disparaître, et ça se fera assez rapidement. Ça, on peut en être sûr. Poutine n'arrivera pas à la fin de son nouveau mandat, donc il fera pas 6 ans. Ça paraît complètement exclu. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on prend Poutine pour un monstre et qu'on estime que Poutine, c'est ce qui pourrait nous arriver de pire, et on a tort de le penser. Parce que si aujourd'hui, le régime poutinien ne peut pas nous surprendre, il n'a rien en fait à nous apprendre, rien avec quoi il pourrait nous surprendre, puisque c'est un régime qui agit vraiment selon les dogmes de la guerre froide, et c'est un régime très prévisible. Donc on sait parfaitement ce qu'il va faire et dans quelles circonstances il va agir. Donc il va continuer à tester, l'Occident. Peut-être, mais ça paraît quand même peu probable, qu'il va finir par agresser la Moldavie, donc annexer donc une partie de la Moldavie, pour s'ouvrir en fait donc un passage vers Odessa. Ça, c'est possible, mais à l'heure actuelle, ça paraît assez peu probable.
Peut-être que Poutine se risquera un scénario de guerre interposée avec en utilisant la Biélorussie. Ça paraît possible. Donc, utiliser la Biélorussie pour attaquer donc le flanc est de l'OTAN et voir ce qui se passe. Quelle réaction il y aura du côté de l'OTAN, ça paraît possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas d'attaque russe à proprement parler à haute intensité tant que Poutine est au pouvoir. Donc ça n'arrivera pas. Donc la guerre que Poutine mène en Afrique va continuer. D'ailleurs, à ce titre, il convient de rappeler que Poutine aujourd'hui a créé une Afrika Korps. Donc le groupe Wagner, anciennement groupe Wagner, aujourd'hui est devenu l'Afrika Korps. Donc les Allemands ne sont plus les seuls aujourd'hui, les Russes ont également leur Afrika Korps. Peut-être que Poutine va essayer d'ouvrir un front de guerre hybride dans les Balkans, c'est possible. Je parle du Kosovo, peut-être de la Bosnie, c'est envisageable. Mais en tout cas, de son vivant, Poutine n'ouvrira pas de front direct avec l'Occident sur le flanc est de l'OTAN. Donc de la guerre hybride, oui, de la guerre directe de haute intensité, non, pas tant que Poutine sera au pouvoir. Donc, de ce point de vue, dans la mesure où Poutine ne peut pas nous surprendre et qu'il n'a rien finalement qui pourrait être non prévisible, c'est pas Poutine la menace. La menace, c'est ce qui va venir après Poutine. Parce que si effectivement Poutine aujourd'hui arrive à mater les manifestations, il le fait parce que c'est pas des libéraux qu'il a peur. Les libéraux n'existent quasiment pas en Russie. En fait, il a peur de ses opposants au Kremlin, des gens qui sont bien plus radicaux que lui et qui pourraient utiliser le mécontentement de la population pour le faire tomber. Et finalement, l'événement qui a réellement de l'importance, c'est pas l'enterrement de Navalny. On a eu quelques milliers de manifestants dans toute la Russie. Mais c'est ce qui s'est passé le 24 juin de l'année dernière, à savoir le coup d'État ou la négociation à la russe qui a eu lieu le 24 juin 2023. Donc on rappelle, l'ancien chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a décidé donc de marcher sur Moscou pour dénoncer donc les agissements donc du ministre de la Défense russe, Shoigu. Donc selon Prigozhin, donc le ministère de la Défense ne donnait pas au groupe Wagner les moyens nécessaires pour gagner en Ukraine et même aurait bombardé le groupe Wagner en Ukraine. Donc du coup, on a ce qui ressemblait à un coup d'État. Donc Prigozhin qui annonce qu'il va marcher sur Moscou. Donc il se met en route. Et tout à coup, donc il s'arrête, donc il n'arrive pas à Moscou. Donc finalement, quelques semaines après, Prigozhin finit par disparaître. Est-ce qu'il a été assassiné ou est-ce qu'il a juste disparu parce qu'il est devenu trop populaire, donc on a dû le faire disparaître. Ça, on n'en sait rien. Le fait est que le vrai coup de force, c'est là qu'il a eu lieu. Parce que c'est un coup de force qui a été organisé par un certain nombre de généraux, soutenus par un certain nombre d'élites russes qui estimaient que Poutine était devenu trop mou et que c'était plus le moment de jouer à la guerre de tranchées en Ukraine et qu'il fallait ouvrir un nouveau front, justement attaquer l'Occident tant qu'on estime que l'Occident n'était pas en mesure de se défendre. Il faut voir que les Russes perçoivent l'Occident comme un monde décadent, un monde dégénéré, un monde qui se désintègre et qui est incapable de se défendre. Et on estime aussi que l'Occident aujourd'hui est faible. Donc les nationalistes qui sont dans l'opposition vis-à-vis de Poutine, eux estiment que c'est plus le moment de jouer à la guerre froide, que là, il faut y aller clairement, attaquer l'Occident et atteindre les objectifs qu'a Poutine a fixés, à savoir effacer donc la chute de l'URSS et du bloc soviétique et du pacte de Varsovie. Puisque les Russes ne veulent pas la guerre avec l'Occident en tant que tel. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est un repartage de l'Europe. Ils veulent que l'Europe centrale et l'Europe de l'Est leur reviennent et que l'Europe de l'Ouest, finalement, commence sur la Oder, parce qu'ils estiment que le début de l'Europe de l'Ouest, finalement, c'est la frontière allemande. Et c'est un peu comme ça que les Russes voient le partage qui les arrangerait de l'Europe. Et d'ailleurs, Navalny le voyait aussi de la même façon. Il se cachait pas sur ses idées par rapport à ça, où il voyait très bien la frontière
avec le monde occidental sur la Oder. Donc pour lui, donc des pays comme la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, bon, c'était des provinces russes. Mais en cela, il faut bien voir que donc les gens qui vont venir qui vont venir après Poutine, c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre froide et qui ne va pas respecter les règles, les dogmes, la méthodologie de la guerre froide. Ce sont des gens qui sont plutôt basés sur les stratégies russes du 19e siècle, et surtout une en particulier, à savoir la Russie n'a pas de frontières. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la Russie n'a pas de frontières? En gros, ça signifie qu'il n'y a rien de définitif, que la Russie n'a pas de frontières en ce que la frontière de la Russie aujourd'hui, elle est là où se trouvent les troupes russes. Donc, si les troupes russes arrivent à Varsovie, la frontière russe sera à Varsovie. Mais s'ils arrivent à Lisbonne, la frontière russe sera à Lisbonne. Donc c'est une stratégie bon, du 19e siècle à laquelle reviennent ceux qui critiquent Poutine. Parce qu'en fait, Poutine, lui, il estime que la Russie a une frontière. Donc c'est la frontière. Donc là où la Russie s'arrête là où l'OTAN commence finalement. Donc c'est ça la frontière russe aujourd'hui. Les autres cadres du Kremlin, aussi un certain nombre de personnes des services secrets, donc des autres élites, que ce soit intellectuelles ou politiques, estiment que justement non. Pourquoi est-ce qu'on estimerait que la frontière de l'OTAN, c'est la frontière russe? Non, absolument pas. Aujourd'hui, l'OTAN est divisée, l'OTAN est faible, alors la frontière russe sera là où le dernier soldat russe posera le pied, que ce soit à Varsovie, Berlin, Paris, Lisbonne, qu'importe. La frontière russe sera là aujourd'hui où le dernier soldat russe posera le pied, et c'est là la stratégie. Donc la Russie ne s'arrêtera pas tant qu'on ne l'arrêtera pas. Et c'est selon ces règles que vont jouer les nouveaux dirigeants russes qui vont arriver assez rapidement. Donc il faut bien se dire que on va assister à un changement de régime en Russie très bientôt. Ça paraît certain. Mais c'est un régime qui va être beaucoup plus agressif, qui va être beaucoup plus inquiétant, sachant que la Russie monte en puissance. Elle a transformé son économie en économie de guerre. Elle a lancé sa machine de guerre, et quand la machine de guerre est lancée, c'est très compliqué de l'arrêter. Mais tant que Poutine sera là, lui, il arrêtera. Parce que Poutine, en tant qu'homme de la guerre froide, en tant qu'homme de l'époque soviétique, se rend compte de la menace que fait peser sur la Russie ce genre de doctrine. Parce que même si l'Occident paraît aux yeux des Russes comme étant faible, divisé, incapable de se défendre, les Russes ne peuvent pas exclure totalement la possibilité que l'Occident fasse usage, par exemple, de l'arme atomique contre la Russie, en étant dans la capacité de faire face à une guerre de haute intensité par manque de munitions ou de matériel. Donc c'est une éventualité que les Russes ne peuvent pas exclure. Et c'est pour ça que Poutine aujourd'hui n'est pas prêt à aller plus loin que la frontière de l'OTAN, parce qu'il ne peut pas exclure que dans ce cas, les Occidentaux useraient de la bombe atomique. Alors lui, il bluffe. Donc il bluffe parfaitement en lançant ces menaces d'attaque nucléaire. Il le sait parfaitement, c'est du bluff, ça ne se passera pas tant que lui est au pouvoir. Mais il ne sait pas jusqu'où peuvent aller les Occidentaux s'ils sont menacés, s'ils sont forcés de réagir. Il est possible que dans ce cas-là, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne fassent usage de l'arme nucléaire. Et ça, Poutine ne l'exclut pas. Alors que ceux qui vont venir après lui, en fait, eux, ne prennent pas ça en compte. Ils estiment qu'il faut tenter le coup, que c'est maintenant ou jamais, que de toute façon, l'OTAN se rapproche beaucoup trop de la Russie et que la Russie doit réagir et que donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et dans la mesure où la Russie n'a pas de frontières, il n'y a aucune raison de ne pas tenter le coup. Donc, dans la mesure où aujourd'hui, en Russie, il n'y a absolument aucune force politique réellement en capacité de créer une Russie libérale et démocratique. Dans la mesure où le régime poutinien est un régime qui est de plus en plus faible, qui est de plus en plus vacillant, et c'est un régime qui de toute façon va tomber, on peut s'attendre à ce que l'opposition prenne le pouvoir en Russie assez rapidement, d'ici 2 à 3 ans. Mais le problème, c'est que cette opposition-là, c'est une opposition qui est nationaliste, qui est très agressive et qui, elle, ne se gênera pas pour user de tous les moyens possibles et à leur disposition pour effectivement effacer cette tragédie, selon eux, du XXe siècle, à savoir la chute du bloc soviétique. Et donc, ils tenteront
de changer les règles en Europe. Donc, un nouveau repartage, ce sera leur priorité. Et ça, on peut en être sûr. Donc, s'il y a quelque chose à craindre, c'est ceux qui viendront après Poutine, parce que eux seront beaucoup plus agressifs, ils auront plus de moyens. Ils auront plus de moyens, ils auront peut-être même des alliés. Il y a une chose que la Russie a réussi à très bien faire, c'est de créer en fait une alliance, donc pour l'instant qui est tactique, mais bon, qui est quand même réelle, donc avec les États du Sud. Euh, Par exemple, donc des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, ou des pays qui fournissent la Russie en armes, que ce soit l'Iran par exemple. Donc tous ces pays fournissent aujourd'hui la Russie en armes. Alors la Russie achète également des armes en Corée du Nord. Alors on a tendance à se moquer de ça, mais le fait est que la Corée du Nord approvisionne la Russie en obus et que la Russie n'a pas de souci d'obus, alors que nous, en Occident, on a beaucoup de mal à approvisionner l'Ukraine en obus. Donc le fait est qu'aujourd'hui les Russes, d'un point de vue donc des stocks, donc des capacités de matériel, de munitions, nous dépassent de très loin. Et si à ça on ajoute un pouvoir qui n'exclut plus l'affrontement, qui n'exclut plus la confrontation directe, on peut effectivement s'inquiéter. Donc il faut bien voir que même si Poutine s'est livré à beaucoup de crimes, ça paraît, et c'est incontestable, il joue selon des règles bien définies. Donc son régime se prend le droit d'assassiner des gens qu'il considère comme étant des traîtres. Cela étant dit, la famille de Navalny n'a pas grand-chose à craindre puisque on estime en Russie qu'assassiner des femmes, c'est pas très classieux. Alors on a assassiné Anna Politkovskaya, mais il faut bien voir que c'est pas les services secrets russes, mais c'est Ramzan Kadyrov qui a fait ça, donc le maître de la Tchétchénie. Il a fait ça, mais c'est un fait, hein, ce sont pas des on-dit. Il a fait ça pour faire un cadeau d'anniversaire à Poutine. En fait, il pensait que Poutine, ça lui ferait plaisir. Et Poutine n'a pas aimé le cadeau parce que en Russie, assassiner des femmes, c'est pas très classieux, c'est pas très classe. Donc, dans la mesure où que ce soit la femme de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya ou sa fille Dasha, ne représentent pas de menace réelle pour Poutine ou le pouvoir en Russie, il est très peu probable qu'on essaie de leur faire du mal. D'une part parce que c'est pas classieux, et d'autre part parce que ça n'a pas d'intérêt et que ça ne représenterait pas d'avantage quelconque pour le pouvoir en Russie. Il faut bien rappeler que le pouvoir russe, il tue aussi pour montrer sa force, pour montrer qu'il est capable de le faire. Et ça paraît invraisemblable à l'Occident, mais ça permet au pouvoir de se faire apprécier par la population, c'est parce que ça permet de montrer sa force. Quand Sergei Skripal a été attaqué au Novichok, ça a permis à Poutine de gagner dans les 15 points dans les sondages, parce qu'il a montré qu'il était capable de le faire, que voilà, qu'il n'avait pas peur de le faire, et que c'était vraiment le vrai maître, le vrai tsar de la Russie. Parce que le tsar, il n'hésite pas. Quand il faut, il le fait. Donc, que le régime poutinien continue à assassiner ses ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur, oui. La guerre en Ukraine continuera, oui, selon des principes définis, tels que le montre la méthodologie de la guerre froide, mais Poutine ne se risquera pas une confrontation ouverte et d'autres intensités avec l'Occident. Mais ce ne sera pas le cas de ceux qui vont venir après lui. Eux, cette confrontation, ils vont pas la redouter, sachant qu'ils vont se sentir en position de force. Ils auront l'avantage d'avoir une armée qui a été réformée, une armée qui a appris de ses erreurs, puisque l'armée russe, on pourra en dire tout le mal qu'on veut, hein, mais le fait est que ça fait 2 ans, plus de 2 ans que maintenant elle fait la guerre, donc elle a appris de ses erreurs. Les Russes aussi ont renouvelé le stock de leur matériel. Nous, par contre, on l'a bien vu en Ukraine que notre matériel, il n'était pas aussi bon qu'on l'avait envisagé, surtout le matériel blindé, que ce soit les Abrams ou les Léopards, on s'est bien rendu compte que le matériel russe était souvent meilleur. Donc, dans tous les cas, ceux qui arriveront après Poutine, ils auront une armée en bien meilleur état que ce que l'a eu Poutine, beaucoup mieux équipée que ce que l'a eu Poutine. Ils auront une économie qui marchera à plein régime, parce que c'est une économie de guerre, mais surtout c'est une économie qui a trouvé des partenaires. Il faut garder à l'esprit que la Russie continue à exporter du pétrole. D'ailleurs, le niveau d'export de pétrole russe est revenu au niveau d'avant l'agression de l'Ukraine, donc du 24 février 2022. La Russie a quand même accès
haute technologie, hein, donc ils ont accès aux semi-conducteurs, hein, il faut pas se leurrer. Ils ont accès à toutes sortes d'électronique, donc ils achètent en Turquie, en Chine, ou alors par des moyens détournés à l'Occident, puisqu'il y a quand même des entreprises occidentales qui vendent aux Russes par des intermédiaires, par des moyens détournés. Donc la Russie a quand même accès aux technologies, d'ailleurs elle les fabrique elle-même. Donc la Russie va monter en puissance, et ceux qui arriveront après Poutine, ils auront une Russie qui sera effectivement prête à faire la guerre. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Donc aujourd'hui, Poutine, effectivement, c'est une menace, mais c'est une menace, je dirais, plutôt verbale, en ce qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire, ça c'est certain. Donc les Russes n'agresseront pas donc l'OTAN tant que Poutine sera au pouvoir de manière directe, de la guerre hybride, mais pas une agression directe, c'est certain. Donc il faut prendre ça comme du discours, comme de la guerre psychologique, dans tout ce que dit Poutine aujourd'hui. C'est de la guerre psychologique, donc destinée à faire peur aux Occidentaux, mais aussi destinée à montrer sa force au sein de sa population. Donc aujourd'hui, tant que Poutine est au pouvoir, l'affrontement avec la Russie, la confrontation avec la Russie se passera selon des règles bien établies qui seront respectées. Ceux qui arriveront après Poutine, ils respecteront plus aucune règle, parce qu'ils estimeront que la Russie n'a pas de frontières et que les règles, c'est eux qui les posent et c'est eux qui les créent. Donc il faut voir que la vraie menace, elle va arriver. Elle va arriver et c'est à ça qu'il faut se préparer. Et qu'on ait affaire dans un avenir proche à un pouvoir radical nationaliste en Russie, c'est sûr, puisque aujourd'hui en Russie, il y a réellement deux camps qui sont en capacité de prendre le pouvoir ou d'exercer le pouvoir. C'est le camp de Poutine, donc qui perd de sa force et de son influence, et c'est le camp nationaliste qui monte en puissance. Et aujourd'hui, ce sont donc ces deux camps qui ont le soutien de la population. La population ne soutient pas massivement des libéraux. Alors même s'il y a un certain nombre de Russes qui veulent le changement en Russie, c'est pas une démocratie libérale qui demande. Ça, il faut bien le comprendre. Les Russes, même ceux qui veulent le changement, c'est pas une démocratie occidentale qu'ils veulent, c'est pas un système parlementaire. Ils veulent un pays qui est d'une grande puissance, un pays qui est craint, un pays qui est dirigé par un tsar qui est craint et respecté. C'est ça qu'attendent les Russes. Ils ne veulent pas d'une démocratie occidentale. Donc ça, il faut bien en avoir conscience, surtout que beaucoup d'entre eux gardent à l'esprit l'époque yeltsinienne. Et pour eux, l'époque yeltsinienne, c'est ce qu'on appelle la grande tristesse, quelqu'un smota. Donc la chute de l'URSS, ensuite la pauvreté, la criminalité, la délinquance, la corruption, la violence, le chaos. C'est comme ça qu'est perçu par les Russes et à ça, les Russes ne veulent pas revenir. Donc, l'après-Poutine arrive, c'est pour bientôt. Et c'est à ça que nous aurons affaire, et c'est ça qu'il faut qu'on craigne, c'est ça à quoi il faut qu'on se prépare, parce qu'effectivement, ce qui va arriver après Poutine sera très très dangereux et très agressif. Alors, je ne suis pas en mesure de vous donner le nom de celui qui sera le nouveau tsar de Russie, c'est impossible. Alors, il faut bien savoir qu'en Russie, celui qui devient nouveau tsar, c'est celui dont personne ne parle. Donc, les noms qui aujourd'hui circulent, ce ne seront pas les noms des successeurs de Poutine. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas remplacé par quelqu'un de son entourage, donc que ce soit Patrouchev, donc le chef du FSB, Shoigu, donc des gens de son entourage, Gerasimov, non, ça c'est pas possible. Ce seront des gens de la nouvelle génération, peut-être des gens comme Turchak, ou des gens qui sont proches de Medvedev. Ça c'est déjà plus probable, des gens connectés d'une manière ou d'une autre, au général Surovikin, dont on ne connaît pas vraiment le sort aujourd'hui, mais tout porte à croire qu'il n'est pas mort. Donc un de ces généraux qui a sûrement soutenu donc la rébellion de Yevgeny Prigozhin, et tout un tas de gens dont on ne connaît pas les noms, qui œuvrent dans l'ombre, mais qui se font connaître au moment voulu. Donc ce qui est sûr, c'est que ça arrive. Le régime poutinien arrive à son terme, et c'est pas une raison de se réjouir, parce que la fin de Poutine constitue la fin de la Russie prévisible. Poutine, lui, est très prévisible. Il ne peut pas nous surprendre, il joue selon des règles bien connues. Sachant que ce qui nous arrive après, ce qui va nous tomber dessus après Poutine, ce sera un système imprévisible, très agressif, qui ne respectera aucune règle,
qui ne respectera pas les frontières établies par l'ordre international, qui ne respectera rien et qui estimera que c'est à lui de poser ses règles, que c'est aux autres de respecter les règles que la Russie impose. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. Et le temps nous manque, puisque ça arrivera plus vite qu'on ne le pense, au plus tard dans 5 ans. Voilà ce que l'on pouvait en dire donc pour l'instant. Je vous remercie de bien avoir voulu accorder votre attention à cette vidéo. Pour ceux qui estiment que cette vidéo a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir la liker, ainsi que ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne autour de vous. Je reste à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient communiquer avec moi directement. Sur les réseaux sociaux, je suis disponible sur Facebook et Messenger. Je suis également disponible pour les médias s'ils ont besoin de commentaires concernant donc, la Pologne, l'Ukraine, la Russie, donc le monde oriental d'une manière générale. Je vous invite également à commenter en direct sur YouTube, à poser vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie également pour donc, votre temps que vous avez accordé à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.